Racine. L'ONU définit les perturbateurs endocriniens comme des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou même sur ses descendants. Ces fameux perturbateurs endocriniens sont partout, tout autour de nous et dans notre environnement même le plus intime. S'ils sont de plus en plus sur la sellette, c'est qu'ils ne sont pas à prendre à la légère car ils sont à l'origine de bien des pathologies, des malformations ou encore des dérèglements touchant entre autres notre système de reproduction. Si l'industrie les utilise pour tout et n'importe quoi, il en va de la santé publique que d'en prendre conscience et de tout faire pour y être le moins soumis possible. Lorsque vous rentrez chez vous, le danger est invisible, indolore et inodore, mais il est bien là. Le docteur Stéphane Résimond, docteur en médecine fonctionnelle et anti-âge, connaît bien notre fonctionnement hormonal et à quel point surtout il peut être déstabilisé. Bonjour docteur Stéphane Résimond. Bonjour. Alors ce que l'on nomme les perturbateurs endocriniens s'attaque à nos hormones. Mais comment est-ce qu'on peut définir déjà ce qu'est une hormone et quel est son rôle et son importance ? Alors votre question est excellente parce que la population en général ignore ce qu'est une hormone. C'est péjoratif de parler d'hormones, comme de parler de cortisol ou d'hormones féminines. C'est quelque chose que une bonne partie de la population ne sait pas entendre. Or, une hormone, c'est quelque chose qui est le plus naturel qu'on puisse imaginer dans un corps humain. C'est-à-dire que les hormones sont présentes dans le corps humain et dans le corps de tous les animaux depuis que la nuit des temps existe, depuis que les êtres humains, depuis que les animaux existent sur Terre. Donc sans ces hormones, on dysfonctionne. Donc il ne faut pas considérer les hormones comme étant des ennemis, mais comme étant des amis. Et d'ailleurs, je donne un exemple tout idiot. Le cortisol, qui est l'hormone qui fait le plus peur à la population, eh bien on n'en a pas, on meurt tout simplement en quelques heures, voire un jour ou deux. Quand j'ai une patiente par exemple, qui me dit « Mais docteur, les hormones c'est mauvais pour la santé », ben, je lui réponds « Madame, sans hormones, vous ne serez pas en train de me parler parce que le spermatozoïde de votre papa n'aurait pas fécondé l'ovocyte de votre maman et sans l'œstrogène. Et si la progestérone de votre maman n'avait pas été là, eh bien cet ovocyte serait tombé par terre, ne serait pas implanté dans l'utérus et on ne serait toujours pas là pour en parler. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres. On parle donc d'homéostasie, c'est un équilibre constant, c'est ça en fait, le rôle ? Exactement. Donc les hormones sont interdépendantes, c'est comme une grosse symphonie avec beaucoup d'instruments de musique. Il faut que les instruments jouent à un niveau similaire, donc on ne peut pas avoir trop d'androgènes, DHEA, testo, par rapport aux oestrogènes. Sinon, la dame, elle va avoir du poil au menton, perdre ses cheveux, avoir une voix de camionneur. On ne peut pas avoir trop, par exemple, de cortisol, parce que sinon, rétention d'eau, osteoporose, gain de masse grasse. Donc, tout doit être finement équilibré. Or, malheureusement, avec le temps, avec l'âge, mais aussi à cause des perturbateurs endocriniens, cet équilibre qui est capital pour la bonne santé peut être perturbé et on peut rentrer dans la pathologie. Comme j'ai eu ce matin, j'ai eu un adolescent de 18 ans qui est venu à ma consultation en médecine fonctionnelle pour beaucoup de problèmes. Et ce gosse de 18 ans avait un taux de testo 4 fois trop basse par rapport à son poids et sa taille, un taux de DHEA qui était 5 fois trop bas par rapport à ce qu'on attend pour des taux de santé. Et donc, ce pauvre adolescent, c'était formel, il y a des perturbateurs endocriniens qui empêchent ces androgènes d'être synthétisés. Alors maintenant, d'où ça vient? Mais l'enquête est lancée. Est-ce que c'est parce qu'il utilise beaucoup de récipients en plastique? Est-ce que c'est parce qu'éventuellement, là où il vit, il y a un épandage de pesticides dans les champs voisins? Je n'en sais rien. En tout cas, cliniquement, il a tous les symptômes de manque vous imaginez, 18 ans, hein, il avait des taux de testo comme on a à 80-90 ans. Mais c'est un cas typique de perturbateur endocrinien. Et dernière chose, par exemple, hier, donc pour vous dire, ça en fait 2 en une semaine, hier j'ai un monsieur parkinsonien, 45 ans, Parkinson depuis 3 ans, et il avait un Parkinson comme son frère, comme son papa et comme son grand-père, et ils étaient tous fermiers. Et il m'a dit, écoutez, voilà, j'ai compris ça, mais trop tard quand j'ai eu ma maladie, parce qu'il est allé voir la littérature, voir ce qui était publié, et il dit, c'est à cause, donc sa famille d'agriculteurs utilisait des épandages de pesticides à tir-larigot dans leurs champs. Il m'a dit, c'est vraiment de la culture
industriels, on épandait des tas de crasse sur les terrains, et bien on était tous victimes, et donc ça donnait des Parkinson, donc chez son frère, son papa et son grand-père. Oui, donc c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Alors, le biologiste Claude Bernard définissait l'homéostasie, donc l'équilibre constant des hormones, comme ceci. Il disait: tous les mécanismes vitaux, quelque variété qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur. C'est vraiment un principe très fragile, le principe hormonal. Oui, oui, tout à fait. Donc, les hormones peuvent, que ce soit les hormones thyroïdiennes, surrénaliennes, les hormones féminines, tout ça peut être perturbé par une pitchounette. Donc, c'est-à-dire que on a des dysfonctionnements d'organes, de glandes endocrines, qui peuvent être liés à pas mal de choses. Alors, je pense, par exemple, un truc que tout le monde connaît. Vous avez une mauvaise flore intestinale parce que vous avez mangé du gluten, vous avez mangé de l'avoine, vous avez mangé du lait pour les veaux bourré de pesticides, par exemple. Eh bien, ça peut donner des problèmes endocriniens majeurs avec des problèmes de hausse inconsidérée d'œstrogène chez la femme, prédominance œstrogénique, avec tout ce qui s'ensuit, syndrome prémenstruel. Ça peut donner des cancers du sein, des cancers augmentés de l'ovaire et de l'utérus, par exemple, simplement parce que beaucoup de ces polluants, en fait, font monter le taux d'œstrogène de façon artificielle. Donc, c'est pas qu'au niveau de la prise de sang, on voit trop d'œstrogène chez ces dames. On voit souvent des œstrogènes normales. Mais ce qu'on ne dose pas, c'est les faux œstrogènes. Hein, c'est ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens œstrogènes-like, qui malheureusement ont un effet, comme les œstrogènes, parfois même plus fort, et la progestérone qui doit équilibrer ça n'arrive pas à suivre. Et donc, on a ces pauvres dames qui vont avoir leurs règles, changement de caractère, rétention d'eau dans les seins, mal au sein, troubles du sommeil, règles abondantes, douloureuses. Et en fait, elles sont polluées et elles ont trop de pseudo-œstrogènes dans le sang. Et donc, ce sont souvent ces femmes-là qui vont faire le plus de cancer du sein 10, 15, 20 ans après. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, c'est que ces perturbateurs endocriniens, finalement, imitent les hormones pour venir coloniser les cellules. Ouais, imitent ou font mieux. Parfois, il y a des perturbateurs endocriniens qui ont des effets encore plus forts que les hormones naturelles. Et par exemple, un des pires perturbateurs endocriniens s'appelle la pilule. En effet, la pilule est faite de progestérone, d'œstrogène de synthèse, donc non naturel, c'est pas de l'estradiol, est faite souvent toujours d'un progestatif de synthèse. Et donc, en gros, on induit une contraception en mettant des hormones de synthèse dans le corps qui vont empêcher les ovaires d'avoir un cycle sécrétoire œstrogène-progestérone normal. Et c'est comme ça que la pilule agit. Mais c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, effet secondaire qu'on peut avoir, c'est prise de poids, dépression, perte de libido, etc. Plus de cancer du sein, plus de problèmes cardiovasculaires. Mais le problème, c'est que ça ne se limite pas à la femme qui prend la pilule, parce que la dame qui prend la pilule, elle va aller à la toilette, elle va faire pipi, ce pipi va se retrouver dans les rivières, dans les nappes phréatiques, et finalement on se rend compte que on trouve maintenant ces perturbateurs endocriniens donc, qui viennent de la pilule dans des animaux qui ont des problèmes divers, et voire dans l'eau de boisson. Enfin, c'est un problème monstrueux, parce que ces œstrogènes qui ne sont pas détruits aussi facilement que les œstrogènes naturels, donc ont un cycle donc beaucoup plus long dans la nature avant d'être détruits, et donc peuvent agir chez d'autres animaux que l'homme ou que la femme. Ce problème d'œstrogène qu'on trouve dans la nature va perturber également l'endocrinologie des adolescents. Et mon petit patient de ce matin de 18 ans, c'est peut-être ça qu'il a, c'est qu'il était perturbé par des œstrogènes de pilule qui ont été consommés par des patients sous contraception. Vous avez l'impression, docteur Résimond, que le grand public, nous donc, ne prenons pas assez en considération les dangers de ces perturbateurs? Mais le problème, c'est que pour ne pas être pollué par ces perturbateurs endocriniens qui peuvent venir de la nourriture, de la respiration, de contact, hein, les plastiques, les récipients plastiques. Le problème, c'est que si on veut être tout à fait à l'abri de cette substance-là, il faut, pas respirer, il faut pas manger, il faut pas boire, il faut avoir de contact et pas respirer. Donc, en gros, on est mort. Donc, ce n'est plus possible actuellement de les éviter. La preuve, c'est que dans certaines études, quand on dose les perturbateurs endocriniens
toxiques chez des adolescents, hommes ou garçons, eh bien, la plupart, sur les 250, je dirais, perturbateurs donc recherchés, eh bien, la plupart de ces adolescents ont au moins 100, 120 perturbateurs endocriniens détectés dans leurs cheveux. Donc, en gros, on est tous pollués, pas par une, par deux, par trois, par quatre, par 10 perturbateurs, mais par 50, 100, 150, 200. Et le problème, c'est l'accumulation des microdoses de l'un et de l'autre qui fait qu'on a des effets spectaculaires au niveau de la santé. Alors vous parlez des cheveux parce qu'effectivement les cheveux c'est un peu le disque dur finalement de l'intérieur de notre organisme à ce niveau-là. Tout est un peu enregistré dans les cheveux depuis la naissance quasiment. Oui, d'ailleurs, les métaux lourds, quand on veut faire une recherche précise de métaux lourds, c'est pas dans le sang qu'on les recherche, c'est dans les cheveux, voire dans les urines, en faisant une chélation. Donc, on donne au patient une substance le soir qui va aller rechercher les métaux lourds et l'envoyer dans ses urines. Et ou bien on dose simplement de ces métaux lourds dans les cheveux. Certains laboratoires font ça. Et c'est spectaculaire ce qu'on peut trouver, hein. Alors, il y a un instant, vous disiez qu'effectivement, il faudrait, pour pas avoir de perturbateurs endocriniens, ne plus respirer, donc ne pas vivre. Peut-être, en Ouais, tout cas, ouais, on peut en réduire certains. Dans son ouais, livre Le grand désordre hormonal, la journaliste Corinne Lalo écrit: Il faut comprendre que la plupart des perturbateurs hormonaux ont le benzène comme parent commun. Tout part du ouais, benzène et ouais, tout y ramène en permanence. C'est vraiment une ouais, tout à fait. substance qui doit être notifiée, selon vous, sur la composition des produits ménagers qu'on va acheter. Est-ce qu'il faut d'office fuir ce composé, quoi qu'il soit? Oui, mais malheureusement, la molécule de base benzène est à la base de pas mal de substances chimiques utilisées pour la conservation, la coloration, la désinfection, de diverses choses. Et je veux dire, même si on le met en grand sur les paquets de nourriture ou de substances qu'on va acheter dans les magasins, ben, c'est un peu comme le paquet de cigarettes. C'est pas parce qu'il est mis en grand sur le paquet de cigarettes que dans les cancers du poumon, de la gorge et qu'on voit des images spectaculaires que les gens ne les achètent plus. Il y a peut-être une petite réduction de l'achat, mais je veux dire, c'est pas la solution, c'est pas que ça qu'on va y arriver. Et ce serait quoi la solution pour qu'on puisse comprendre à quel point on est en danger? Parce qu'il faut pas, quand on parle du benzène, moi j'ai lu qu'une concentration de benzène à 2% peut provoquer la mort en 15 minutes. Alors, C'est je connais pas incroyable. les concentrations, je ne connais pas les chiffres. Ça, c'est sur des détails que je ne connais pas, mais c'est clair que, en plus, si vous ajoutez du benzène, plus ça, plus ça, plus ça, bon, on arrive à des situations catastrophiques. Et moi, je vois, par exemple, j'ai 61 ans, je suis médecin depuis 36 ans, j'ai 37 ans maintenant. Je n'avais jamais, par exemple, jusqu'il y a 25 ans d'ici, prescrit de DHA, qui est une hormone surrénalienne, une pro-hormone surrénalienne, qui va devenir chez la femme un peu testo, et qui va également donner d'autres métabolites. Donc la DHA, chez des personnes de moins de 40 ans, il y a 25 ans, je prescrivais jamais. Tout le monde avait des taux impeccables. Maintenant, toutes les semaines, j'en prescris chez des jeunes qui ont 25, 30, voire comme aujourd'hui, 18 ans, parce que leur glande endocrine est incapable d'en synthétiser. Or, vous ne synthétisez pas de DHA, pas assez, qu'est-ce qui se passe? Prise de gras au niveau du ventre, moins de muscles, moins d'os, moral bas, plus de cancer du sein chez la femme, plus de cancer de la prostate chez l'homme, puisque la DHA est une hormone protectrice de ces cancers-là. Et donc, on comprend que, bon, là, je parle que de la DHA, mais je peux parler de la testo, du cortisol, des oestrogènes naturels, de la progestérone, de tas d'autres hormones dont la synthèse et la sécrétion peuvent être perturbées par ce qu'on mange, on respire, par ce qu'on touche. Et le gros problème, c'est tout ce qui est plastique. Donc, quand vous mettez quelque chose en plastique, de la nourriture dedans, ou quand vous le touchez, eh bien, vous pouvez être pollué par des composants qui peuvent être des perturbateurs comme le bisphénol, comme le phtalate, etc., etc. Ce que vous êtes en train de dire, docteur Résimon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est de plus en plus pollué finalement? C'est-à-dire que plus on parle de ces perturbateurs et plus on nous pollue? Oui, c'est en explosion, donc c'est une courbe exponentielle. Parce que le problème, c'est que les perturbateurs endocriniens, ils ne sont pas détruits, ils ne disparaissent pas comme par magie en quelques heures ou quelques jours. On les accumule en fait. Et donc, quand vous mettez l'un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, ça fait des doses faramineuses qui sont découvertes dans nos organismes. Et le problème ne se résout pas. Au contraire, on utilise de plus en plus ces substances-là à visée de conservation, à visée de stérilisation, à visée de stockage des aliments. Et je vais te donner un bête exemple. Bon, moi, je suis très spécialisé en glande thyroïde. Et
et je donne des conférences depuis plus de 30 ans là-dessus, eh bien, l'hypothyroïdie actuellement touche 95% de mes patients. Je répète, 95% de mes patients, qu'ils viennent du Luxembourg, de France, des pays maghrébins, d'Espagne, du Canada ou de Belgique, sont en hypothyroïdie. Et ça, c'est à cause des perturbateurs endocriniens? Alors oui, alors perturbateurs endocriniens, ça peut être des substances toutes simples qui sont des halogénés ou des métaux lourds. Alors, vous avez le brome qui est présent dans le retardateur de flamme et dans certains médicaments. Ben, le brome prend la place de l'iode et entraîne l'hypothyroïdie. Et d'ailleurs, on le voit, le quotient intellectuel de nos enfants baisse chaque année depuis les années 90 à cause du brome que les mamans ingèrent. Mais il n'y a pas que ça, il y a le plomb, il y a le mercure, il y en a tout plein. Et donc, si vous ajoutez du brome, plus du mercure, plus du plomb, plus ceci, eh bien, votre iode ne rentre plus dans la thyroïde. Et il faut des mégadoses d'iode pour un peu pousser l'iode dans la thyroïde. Donc maintenant, les recommandations d'iode, par exemple, ont explosé en dosage par rapport à cette pollution qui bloque nos thyroïdes. Quand on va rentrer chez soi, par exemple, on rentre dans sa maison, on a l'impression qu'on est plutôt protégé chez soi. Et Ouais, pourtant, là, c'est un véritable nid à pollution, la maison, quelle que soit la ouais, pièce. exactement. Oui, tout à fait. Donc, dès qu'il y a des couleurs qui sont donc des peintures, dès que vous avez des lacs, des vernis, dès que vous avez des produits qui isolent les toits, les murs, etc., eh bien, vous avez un relargage de perturbateurs endocriniens. Donc, il faut vraiment. Alors, il existe des peintures bio, il existe des protections contre le froid qui sont bio, mais ça coûte beaucoup plus cher. Il y a très peu d'hommes de métier, de peintres, etc., d'entrepreneurs qui les utilisent. Il faut vraiment les rechercher. Donc on se retrouve dans un problème voilà, c'est difficile de trouver des personnes compétentes que pour les utiliser. Quand on est soumis à une maison comme ça, avec des produits qui sont des produits entre guillemets dangereux, on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Parfois, c'est dans la Non, construction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter? ouais, moi je suis assez désespéré, donc être le plus bio possible, bien aérer les maisons. Alors, quand on dit Mais bien aéré, par exemple, quand on dit bien aérer la maison, ça veut dire combien de temps dans la journée, y compris l'hiver d'ailleurs? Mais voilà, bien aéré, c'est une vue de l'esprit. Imaginons que vous vivez à la campagne. Vous dites génial, pas de pollution de ville, je vis à la campagne, tout va bien. Et vous ouvrez grand vos fenêtres pour aérer. Et puis il y a l'agriculteur du coin qui épand des pesticides dans ses champs. Ben, je dis, vous faites pire que bien. Donc, maintenant, imaginons que c'est en bordure d'une ville. Et puis il y a un parc industriel qui se trouve à quelques centaines de mètres ou 1 kilomètre de là. Et vous recevrez du cadmium, des produits de dégradation. Donc, enfin, je veux dire, ça devient très difficile de pouvoir faire ce qu'il faut pour être protégé. Maintenant, en vivant au milieu des montagnes ou dans un désert, là, c'est plus facile, mais C'est beaucoup plus rare hein, en même temps. ouais, donc, voilà, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire, je dis, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement difficile. Euh, voilà, j'ai pas de solution miracle, c'est Parce tellement qu'il faut, vaste. il faut bien préciser effectivement qu'on ne capte pas les mêmes polluants suivant qu'on vive en ville ou à la campagne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément la campagne que c'est le plus naturel et que c'est là où on en capte le moins, bien au contraire. Parce que vous venez de le dire, avec l'agriculture et les pesticides qu'on peut respirer. Exactement. Alors, aussi bien en France qu'en Belgique, il y a eu ces dernières années, on a découvert dans des petits villages dans la campagne, des petits villages d'agriculteurs, des taux explosés de cancer, de leucémie, de Parkinson, et c'était simplement lié aux produits d'épandage utilisés par les agriculteurs sur les champs. Alors, maintenant, problème, je n'incrimine pas les agriculteurs. Mon grand-père était agriculteur, fermier agriculteur. Il élevait des vaches et il cultivait. Donc, mais il était obligé d'utiliser des pesticides parce que sinon personne ne prenait ses grains. Son rendement était nul. Le problème, ces vaches, pour qu'elles ne soient pas malades, il devait leur faire des tas de vaccins qui contenaient probablement des métaux lourds. Donc, on est dans un cercle vicieux, en fait. Le problème, c'est que si le petit agriculteur du coin veut gagner sa vie, ben, il doit faire comme l'agriculteur qui fait ça en batterie avec un cheptel impressionnant. Il doit utiliser la même technique. Il doit vacciner son bétail. Il doit pulvériser ses champs. Et sinon, il fait faillite. Je veux dire, donc, on est vraiment dans une impasse, je crois. Alors pour ne pas être totalement fataliste, si Ouais, effectivement on ne peut pas forcément aérer sa maison suivant où on habite, si on ne peut pas changer les matériaux de construction de sa maison, il y a quand même des choses qu'on peut peut-être faire. Je pense par exemple à la cuisine. La cuisine est remplie de produits oui, d'entretien qui sont censés désinfecter, nettoyer, qui finalement nous polluent
aussi largement plus Ouais, que ce qu'elle ouais, ouais. désinfecte. Là, est-ce qu'on peut trouver des solutions pour éviter de respirer encore plus de perturbateurs endocriniens? Alors, en gros, tout ce qui lave bien, décape bien, tout ce qui fait bien la vaisselle, lave bien les vêtements, en principe, pour que ça marche, ils ont mis des tas, enfin, c'est pas qu'ils ont mis volontairement, mais on y arrive grâce à la composition de ces lessives, produits lavants, qui contiennent plein de crasse. On en revient actuellement à utiliser bêtement le bicarbonate de soude, à utiliser des produits naturels et à éviter d'utiliser des produits lavants, décapants, nettoyants à tire-larigot. Voilà, on en revient bêtement au bicarbonate de soude pour nettoyer et c'est ce qui est pas mal, parce que là, il y a aucune pollution, c'est plutôt bon pour la santé. Alors, bicarbonate de soude, est-ce que Stéphane, on fait confiance à tous ces produits qui sortent sur le marché aujourd'hui pour faire sa propre lessive, ses propres produits d'entretien? Alors, je dis bicarbonate de soude, je pense aussi au vinaigre, hein. Le baie de vinaigre blanc a un effet génial sur plein de choses. Mais non, oui, alors produit bio, je sais pas, faut voir la compo exacte, parce que de nouveau, le produit bio, je crois il y a 15-20 ans, c'était vraiment du bio. Mais non, dans la législation, on autorise dans les produits bio un certain pourcentage de crasse. Alors, Il ce que semblerait que vous appelez, certains produits, ce que vous appelez crasse, hein, on parle bien de pollution, de perturbateurs, hein. exactement, de produits qui ne devraient pas s'y trouver en fait. Et donc la législation européenne autorise maintenant un certain pourcentage de produits polluants dans le bio. Donc, même quand on va acheter des packages pour faire ses propres produits, on regarde bien la composition du produit. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'est pas tous forcément des spécialistes et qu'on ne connaît pas forcément tous le nom de ces produits un petit peu incriminés. Oui, c'est ça, oui, 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 c'est énorme, hein. Si je devais citer le nombre de polluants qu'on ne devrait pas utiliser en produits, donc présents dans la nourriture, les produits qui servent à stocker, les produits qui peuvent se respirer, on a une liste impressionnante. Et les études sont sorties déjà. Et le problème, c'est que ben, on en a un présente à des taux, allez, on dirait acceptables. Puis on en a un deuxième, puis un troisième, mais ils s'additionnent en fait, c'est ça le problème. Par exemple, si on va dans la chambre à coucher, on va des fois acheter des matelas qui ont des protections anti-acariens. Là aussi, ça peut poser un problème. Ça peut. Alors de nouveau, il y a des produits dont j'ai oublié le nom là-dedans, donc qui tuent les acariens. Donc c'est des produits qui tuent en fait on va dire les araignées, hein, parce que les acariens sont des micro-araignées et ces substances dont j'ai oublié le nom sont également toxiques, tout à fait, ouais, ouais. Ça veut dire qu'on dort sur un lit de pesticides. Ouais, et donc je crois que c'est la chlordécone, voilà, chlordécone, qui était interdite d'ailleurs dans certains pays. Et mais alors on retrouve cette substance, alors qu'elle est interdite dans des pays comme les Antilles françaises depuis très longtemps. On retrouve encore ce produit dans les bananes, etc., parce que ce produit est dans le sol et n'a pas disparu depuis 10, 15, 20 ans, alors qu'on ne l'utilise plus. Euh, mais il y a d'autres produits, donc là c'était donc c'était pour contrer une maladie du bananier, ce produit-là, mais il y a d'autres produits similaires qu'on utilise contre les acariens, vous avez raison. Oui. Donc là, pareil, ça veut dire quoi? Il faudra acheter un matelas qui ne soit pas traité. Oui, alors moi je suis à la base ORL allergologue, ce sont mes premiers diplômes, et donc je me bats contre l'allergie aux acariens depuis que je fais la médecine en 85. Et ben c'est vrai que je dis à mes patients, matelas synthétique, oreiller synthétique, bien aérer la chambre, pas humidifier l'air, il faut le plus froid possible. Mais de nouveau, quand je vois ce que certains matelas anti-allergiques ont dans le ventre, je dirais, ou bien les produits qu'on peut épandre sur ces matelas, sur les matelas je dirais, basiques pour ne pas que les acariens prolifèrent, ben oui, ça va aller mieux pour du acarien, mais on va induire chez le gosse qui dort sur ce matelas probablement d'autres problèmes de santé plus tard. Oui. Alors on ouvre le placard de la chambre, là il y a nos vêtements, et là l'organisation Greenpeace a démontré que dans les vêtements on peut trouver du nonylphénol. Là pareil Ouais. c'est un composant très dangereux. Donc là pareil on va acheter des vêtements neufs, on les lave systématiquement. Ouais, tout à fait, s'il vaut mieux. Donc au moins laver avec du bicarbonate, un peu de vinaigre les vêtements pour les dépolluer. Après, c'est comme un fruit, je veux dire, on achète un beau fruit qui brille bien un étal, donc dans un grand magasin ou chez un petit commerçant qui fait ça qui fait ça plus, je dirais, de façon soi-disant plus saine, ben, on a intérêt à bien le laver de nouveau avec un peu de bicarbonate pour
pour retirer, parce qu'on met souvent, pour qu'ils brillent bien, ces fruits, on met souvent une espèce de cire autour, qui contient du gluten d'ailleurs. Donc, vous imaginez la cire qui permet aux fruits d'être bien brillants, peuvent être, peut avoir du gluten dedans, mais aussi d'autres, ben voilà, ils ont sur leur pelure des pesticides, insecticides et autres. Si on va dans les autres pièces de la maison, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait éviter? Je pense par exemple à la moquette au sol. Oui, tout à fait. Également, elle peut larguer pas mal de choses. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un parquet ou un lino, par exemple, sera plus sain, éventuellement? Oui, ben, disons que la législation impose, je crois, et à vérifier, que les produits de décoration, donc tapis, carpettes, rideaux, ça, soient inifugés. Donc, c'est-à-dire que s'il y a le feu, ben, en gros, ça flambe pas tout de suite. Et là-dedans, on met des produits qui contiennent entre autres du brome dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Et le problème, c'est que ce brome va être relargué constamment, va les bloquer, entre autres, il n'y a pas que ça comme toxicité au brome, mais c'est surtout ça, va les bloquer la thyroïde. Et donc, les hormones thyroïdiennes vont baisser. Donc, ça donne c'est la première cause de fausses couches dans le premier trimestre. Or, ça a explosé hein, depuis 20 ans. La fertilité a diminué très fort chez l'homme et chez la femme. Et entre autres, chez l'homme et chez la femme, eh bien, une des causes, c'est le manque de T3 thyroïdienne, cette hormone active. Et donc, le brome des produits de déco de la maison va bloquer la thyroïde. Et donc, le papa qui veut un gosse, il va être moins fertile. La maman va faire peut-être 3-4 fausses couches en premier trimestre avant qu'on se rende compte, éventuellement, si le médecin n'est pas trop mauvais, qu'elle a un problème d'hypothyroïdie. Et ça peut être bêtement une pollution par ce brome qui prend la place de l'iode dans la thyroïde. Voilà. Il y a après ces petites choses qu'on aime bien mettre dans la maison. Je pense par exemple aux encens. Je pense par exemple aux toilettes, à ces aérosols qui n'en a pas Oui, pour oui, capter les odeurs. Tout ça, c'est une catastrophe aussi. exactement, tout à fait. Donc, tous ces produits odorants synthétiques, ben voilà, c'est fait à base de molécules synthétiques qui contiennent des dérivés du benzène et autres. Et en effet, ça a des effets toxiques au niveau de la graisse. C'est-à-dire que ça c'est dans la graisse. Or, il faut savoir que l'organe le plus graisseux qu'on ait dans le corps, c'est le cerveau. Et donc, en gros, quand vous mettez du déodorant, des parfums, soit vous parfumez une toilette, eh bien, vous respirez ces produits qui diluent en fait la myéline de vos neurones. Donc, en gros, ça vous, entre guillemets, ça vous bouffe, fermons les guillemets, votre cerveau. Donc imaginez quand on le fait tous les jours. Certains d'entre nous ont un jardin. Là aussi, on pense y aller pour se détendre le dimanche matin, par exemple. Et le jardin est aussi un lieu extrêmement polluant. En tout cas, ce qu'on va y mettre. Oui, oui, mais non, ça dépend ce qu'on y fait dans ce jardin. Donc, si on fait de la culture, sa propre culture de légumes, de fruits, c'est génial. En plus, il y a une activité physique qui est très bonne pour la santé. Mais il faut surtout pas mettre d'herbicides, pesticides, antiparasitaires sur ces cultures parce que vous allez finalement leur manger par après. Également, le problème, c'est que ces cultures peuvent être soumises à la pollution extérieure. Donc, qu'est-ce que le vent va amener sur vos fruits et légumes dans le jardin? Et on a vu lors de certaines pollutions, il était interdit de manger les fruits et les légumes qu'on cultivait pendant des mois, voire des années, parce qu'il y avait eu la pollution. Alors ça peut être radioactif, ça peut être pollution par des usines qui ont largué des pesticides, et donc ces fruits et légumes étaient immangeables. Donc en gros, ils gardaient leur goût, mais c'était un vrai poison. Donc ça se voit régulièrement. Oui. Docteur Résimon, jusqu'à quel point ces perturbateurs endocriniens nous contaminent-ils? Jusqu'à quel point, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les études par détection de ces produits dans les cheveux montrent qu'on est virtuellement tous touchés, mais de plus en plus. Donc en gros, voilà. Et je vous parlais tout à l'heure de ces pauvres adolescents qui avaient déjà à peu près 120 substances toxiques qui imprégnaient leurs cheveux. Donc, alors qu'on en recherchait 250, mais c'était un choc hein, de voir ça. Voilà, donc 43, 100% étaient touchés. Il y avait en moyenne 119 substances toxiques. Donc c'est ce qui est phénoménal. Un organisme pollué est un organisme pollué très longtemps? Ah oui, parce que certains produits ne partent pas vite du corps. Donc moi, par exemple, quand j'étais gosse,
eh bien, j'ai reçu, comme tous les gosses de ma génération, du fluor pour éviter d'avoir des caries au niveau des dents. Donc, on sait maintenant que c'était une bêtise énorme, hein. Euh, euh, et, et donc, en gros, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dès que j'ai eu 30 ans, je suis devenu hypothyroïdien parce que mon fluor, entre guillemets, se retrouve dans ma thyroïde et a empêché mon iode d'agir. Alors, je fais pas un procès au pédiatre qui a prescrit, qui a suggéré ça à mes parents puisqu'il est mort depuis longtemps. Je fais pas un procès non plus à mes parents parce que les pauvres, ben, c'était un conseil. Mais on retrouve encore à l'heure actuelle des recommandations débiles qui donnent beaucoup de tort à la santé de la population. Et bon, maintenant, on se dit, tiens, c'est malin de faire ce qu'on nous dit de faire, de faire ça et ça. Mais on se rend compte plus tard que ben, c'était une grosse bêtise. Et voilà, je ne veux pas aller plus loin, citer le nom de ce qui se passe actuellement et qui tue les gens. Est-ce qu'on peut même parler d'hérédité dans la présence des perturbateurs? Est-ce qu'on hérite finalement des dérèglements de nos ancêtres? Mais en fait, alors c'est clair, alors je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Dans les années 60, il y a un médicament qui était utilisé pour les maux de tête pendant la grossesse chez la femme. Et c'était la thalidomide, le Softenon. Et donc, cette substance a créé donc des cancers, des malformations au niveau des membres, ce sont des gosses qui sont nés sans bras ou des bras à moitié développés, sans mains, où il manquait des doigts. Et en fait, ces substances qui étaient prises par des femmes enceintes à cette période-là, ça se répercutait chez leurs filles, et même les petites filles, et même la génération d'après a également été touchée. Donc, vous imaginez, parce que la maman a fait la bêtise de prendre un médicament qui était recommandé par son médecin à l'époque, eh bien, toutes les générations suivantes, féminines, ont été touchées. C'est complètement incroyable, hein. Est-ce que notre organisme a les moyens, lui, de se débarrasser des perturbateurs endocriniens ou est-ce qu'on peut l'aider à le faire? Ça recouvre tellement de choses que il n'y a pas de recette magique. Ça peut être hormonal, ça peut être des polluants organiques, ça peut être des métaux lourds. Alors, les métaux lourds, c'est peut-être ce qu'il y a le plus facile d'éliminer. Par exemple, vous avez l'aluminium des vaccins, eh ben, c'est un perturbateur endocrinien. On a, avec de la silice organique, on peut l'éliminer à la longue. On a également des substances comme donc certains métaux lourds peuvent être éliminés du corps par l'acide alpha-lipoïque, par des dérivés phyto. On les met en général en groupe, on en met 4-5 à la fois pour avoir une meilleure action. Pour ce qui est hormonal, je dirais, on peut contrebalancer l'excès de pseudoestrogènes par de la progestion naturelle. En gros, ça va vraiment aider à avoir moins de cancer du sein, à ne plus avoir le syndrome prémenstruel. Donc on a des trucs, mais aller retirer molécule par molécule tout ce qu'on a qui est bien intégré dans notre corps, malheureusement, c'est pas possible. Et au quotidien, est-ce qu'il y a des gestes simples? On a parlé de deux, trois petites choses tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des gestes simples que l'on peut faire pour réduire l'impact chaque jour des perturbateurs endocriniens dans notre environnement? Mais déjà, c'est comme manger, je veux dire, il faut manger le plus naturel possible, des aliments vivants, des aliments bio qui coûtent plus cher, qui sont nettement moins pollués que les aliments plus industriels, le moins transformé possible, mais au niveau de ce qu'on achète ou de ce qu'on utilise autour de soi, de mettre en contact avec des plastiques, quels qu'ils soient. Avoir des vêtements plutôt en coton qu'en synthétique. Bien laver les nouveaux vêtements. Voilà, instruments de cuisine, utiliser des produits les plus naturels possibles, éviter les poêles en téflon, par exemple, je ne vais pas citer la marque. Euh, ne pas faire chauffer du plastique, ne pas faire chauffer de la nourriture du plastique, parce que les perturbateurs endocriniens vont passer du plastique dans la nourriture. Ce que vous dites là, c'est vrai en mettant simplement un aliment chaud dans un contenant en Oui, plastique, parce qu'on chauffe tout à rarement fait. le plastique, hein, par définition. Mais effectivement, le fait de mettre un aliment chaud dans le plastique. Oui, moi je vois des plats préparés, tout préparés, qu'on achète, ça a l'air super bon. À la limite, la nourriture qui est dedans est peut-être géniale, c'est peut-être super bon, et il y a tout ce qu'il faut, mais on le met dans un plastique et on vous dit, mettez ça couvercle, le plastique au micro-ondes. Alors ça, c'est une hérésie. Oui, mais là, dans ce que vous venez de dire, tout est une hérésie. Le Ouais, ouais, micro-ondes, le ouais, plat tout prêt industriel et le ouais, ouais, plastique. Là, tout est une hérésie par tout définition. à fait. En tout cas, écoutez, merci beaucoup. C'est un sujet qui est à la fois passionnant et totalement déprimant quand on rentre là-dedans Oui, et qu'on s'y intéresse. Mais il est bon de le dire, de le rappeler, parce qu'effectivement, c'est un vrai problème de société, de santé, que sont ces perturbateurs. Vous avez l'espoir, d'ailleurs, que dans quelques années, on s'en sorte un peu? non, ça va être l'inverse.
Ah bah c'est super Je suis ça. désolé, hein, Écoute, je suis désolé d'être pessimiste, hein, mais je veux dire, il faut quand même aller savoir reconnaître ce qui se passe, voir comment les choses tournent. Et voilà, on est beaucoup, 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 beaucoup sur Terre. Et donc, espérer nourrir tous ces gens avec la nourriture saine, biologique, non polluée, c'est pas possible. mais docteur Stéphane Résimon, j'espère vraiment que l'avenir vous donnera tort. Voilà, bah écoutez, je croise les doigts. En tout cas, On merci de m'avoir croise tous les interviewé. doigts. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage et puis à très bientôt. Et bonne soirée, à bientôt. Merci, au revoir.